neurologie. Donc on fera la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse, donc anté et post-hypophyse, et on finira par le pancréas. Donc toute la sémiologie sera faite dans ces 4 chapitres. Vous aurez, alors, c'est pas la peine d'écrire, je vous donnerai les polycopes. Normalement, d'habitude, je les donne à l'avance, mais comme on m'a dit ça précipitamment, donc d'habitude, je les prépare à l'avance. Je m'attendais à venir le mardi 13, donc j'allais vous les donner en début de semaine. Or, on m'a appris précipitamment que je devais venir vous enseigner aujourd'hui. Alors, on va commencer par la glande, la seule glande qui est palpable. Voilà, pardon d'ailleurs. C'est bon. Mais il y a peut-être un autre, Ah, bah, je peux le mouvement, il faut qu'on se qualifie par merci. Donc je disais, pour toi, donc puisque tu n'étais pas là, on a donc 4 grands chapitres, donc 4 glandes. On va parler de la thyroïde, on fera aussi les surrénales, l'hypophyse et le pancréas. D'accord? Les gonades, vous les ferez en neurologie. Alors, aujourd'hui, on va faire la seule glande qui est palpable et que vous pouvez aussi inspecter. Parce que vous pouvez la voir en superficielle, donc qui est la glande thyroïde, que vous connaissez tous. D'accord? Donc, les polycopes, vous les aurez bientôt, si vous voulez. Vous aurez tout sur les polycopes, tout est inscrit sur les polycopes. C'est pas la peine si vous voulez noter comme ça, c'est pas un problème. Alors, cette glande thyroïde, donc on peut la voir, elle n'est pas enfouie dans l'organisme comme les autres glandes, comme les surrénales qui sont situées en rétropéritonéale. Donc, on les voit, d'où le terme surrénal, parce qu'elles sont au-dessus des reins, on va dire à peu près la région de D12. Donc, vous avez aussi l'hypophyse qui est située dans la boîte crânienne, donc au niveau de la ceinture cible. Donc de la boîte crânienne. Vous avez aussi également donc, le pancréas qui est enfui également au niveau de l'abdomen, donc à peu près de la région épigastrique. Et donc là aussi, on ne peut pas le palper sauf s'il est pathologique, s'il y a une tumeur, etc. Mais celle qui est palpable, inspectable, on va dire, qu'on peut inspecter donc à l'état physiologique, c'est la thyroïde. Alors, on va commencer, vous verrez que tous les cours, je fais donc le rappel anatomopathologique et puis l'examen clinique. C'est le seul cours où il y aura, dans la thyroïde seulement, on aura un examen clinique. Ce qu'on a dit, c'est la seule qui est examinable à l'état normal. Et puis, bien sûr, vous ferez toujours les anomalies fonctionnelles de la glande. Alors, le rappel anatomique. Donc, vous allez voir que je vous ai mis même ces planches, elles seront sur le polycope. Alors, on la voit ici. Donc, la glande thyroïde, vous connaissez. Donc, c'est ce qui est en rose ici, que vous voyez. Avec les 4 points noirs devant, ce sont les glandes parathyroïdes. Alors, on va voir les rapports. Elle est située au niveau, vous voyez, la face antérieure et basse du cou. Elle enserre donc le larynx, mais aussi les premiers anneaux de la trachée. D'accord? Alors, elle pèse à peu près 30 grammes, donc elle n'est pas très... elle ne pèse pas beaucoup. Et puis, elle a des rapports étroits, on va le voir, avec, comme vous avez vu, les 4 points là, ce sont les parathyroïdes. Et puis, nous avons aussi avec des nerfs récurrents. Ça, ce sont des éléments importants en pathologie. Donc, en pathologie, on va voir les rapports qui sont importants en pathologie. Aujourd'hui, c'est la journée. On va essayer les autres. Alors, donc je disais, vous voyez les rapports étroits, c'est la thyroïde, mais il y a aussi les nerfs récurrents qui sont, qu'on voit ici, donc, on voit mieux ici sur cette plaque, vous voyez le nerf récurrent, donc il est étroitement lié, si vous voulez, à la thyroïde. S'il y a une tumeur, par exemple, au niveau de la thyroïde, elle risque de comprimer le nerf et elle peut entraîner donc quoi? Quelle manifestation, par exemple? Une dysphonie. C'est foutu, mais... Alors, c'est bon. Très bien. Donc, vous le voyez, le nerf récurrent, il est là. Alors, ce qu'on va voir, donc vous avez vu que cette glande, elle est en forme de papillon. Pourquoi on dit papillon? Parce qu'il y a 2 lobes, lobe droit et gauche, et un isthme au milieu. En plus, donc, ce qui va retenir aussi donc, notre attention comme rapport important, c'est le rapport avec l'axe aérodigestif.
Donc vous allez voir avec l'œsophage, donc plus bas, donc l'œsophage, et donc ce qui fait que cette glande a une particularité sémiologique qui est qu'elle remonte à la déglutition. C'est-à-dire que vous allez demander, lors de l'examen clinique de cette glande, en général la palpation, vous demanderez au patient donc de déglutir. Pourquoi? Parce qu'elle devrait normalement remonter avec le mouvement de déglutition. Ça, c'est pour vous prouver que vous avez vraiment la main sur la thyroïde et pas sur autre chose. Si ça remonte à la déglutition, ça veut dire que c'est la glande thyroïde. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. Vous devez retenir. Et puis, bien sûr, vous voyez qu'il y a le paquet vasculo-nerveux de part et d'autre, les carotides, etc. Donc, il y a aussi un rapport avec ce paquet vasculo-nerveux. Le rappel physiologique. Donc, rappel physiologique, normalement, vous connaissez, vous l'avez déjà fait, donc la thyroïde. Là, ce que je vous ai mis sur cette plaque, vous la verrez dans tous mes cours. Pourquoi? Parce que il y a en fait tous les axes qu'on va étudier. Donc, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est celui de la thyroïde. Elle est là, d'accord? Vous voyez qu'il y a les centres donc, nerveux, hauts si vous voulez, notamment l'hypothalamus, et nous avons aussi l'hypophyse, ici, alors l'anté et la post-hypophyse. Ce qui nous intéresse donc, c'est cet axe-là, ce qu'on appelle l'axe thyréotrope. Donc la thyroïde, elle est là, elle va donner comme substance, qu'est-ce qu'elle donne comme hormone? Les T3, T4 qui sont la triiodothyronine et la T4 qui est la thyroxine. Ces hormones sont elles-mêmes, donc elles sont elles-mêmes régulées, si vous voulez, par une hormone hypophysaire qui est la TSH. Cette TSH, donc, elle est d'origine hypophysaire, anti-hypophysaire, et elle permet donc la libération des hormones donc thyroïdiennes. Alors, elle-même, la TSH, elle est, si vous voulez, elle est elle-même donc régulée par un facteur hypothalamique qui est le TRH. Tout ça est régulé par ce qu'on appelle un feedback négatif. C'est-à-dire que si en périphérie, c'est-à-dire au niveau de la thyroïde, si T3, T4 s'élève, donc vous avez la TSH qui diminue et l'inverse et vice-versa, d'accord? Si ça diminue, la TSH s'élève. Voilà, donc il y a une régulation, ce qu'on appelle le feedback négatif, vous l'avez fait normalement. Alors, quel est le rôle de ces hormones maintenant thyroïdiennes? Qu'est-ce qu'elles font, les hormones thyroïdiennes? Vous l'avez fait? Oui, le métabolisme de base, c'est très bien. Elles sont surtout connues pour le métabolisme de base, effectivement. Le métabolisme de base qu'on étudiait avant, donc dans les années 70, 80, on l'étudiait même dans les hôpitaux, c'est-à-dire on mettait le patient dans une salle donc, qui est à température, qui est bien tempérée, à peu près à 37 degrés, donc avec une lumière adéquate, etc. Et on mesurait ce métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire pour le fonctionnement basal du corps, c'est-à-dire pour des activités physiques. Le fonctionnement basal des organes, donc des différents organes. Il y a une certaine énergie qui est déployée par notre organisme. C'est cette énergie-là donc, qui était calculée un certain temps pour voir si le malade était en hyperfonctionnement, ce qu'on appelle une hyperthyroïdie, ou bien en hypofonctionnement, ce qu'on appelle une hypothyroïdie. Effectivement, le métabolisme basal, c'est ça. Donc ça permet, donc c'est l'énergie qui permet au corps, si vous voulez, dans sa situation minimale, de fonctionner. Ça, c'est donc les hormones thyroïdiennes ont un rôle important, un impact sur ce métabolisme basal. Si elles s'élèvent, vous aurez un hypermétabolisme, et donc vous aurez des bouffées de chaleur, etc. Si c'est l'inverse, plutôt c'est un malade qui sera frileux, qui aura des frissons, etc. Donc ça a un rapport étroit avec la thermogénèse aussi. Donc ça a un impact sur notre température centrale du corps. D'accord? Mais à retenir que ça ne veut pas dire que quand on est en hypermétabolisme, on va faire de la fièvre. Vous pouvez sentir la chaleur du patient, il est chaud, mais il n'y aura pas de fièvre réelle. Pas de fièvre. La fièvre est d'origine infectieuse en général. Donc là, c'est une chaleur, si vous voulez, d'origine endocrinienne, c'est-à-dire énergisante. Donc d'origine énergisante. D'accord? Donc il y aura une chaleur plutôt qu'une fièvre. Ok? Alors, donc, il y a un rapport étroit avec la thermogénèse, on l'a dit. On peut avoir donc des bouffées de chaleur
on peut avoir aussi une tendance, si vous voulez, à l'hypothermie, mais pas à l'hypothermie mortelle, donc à une certaine hypothermie, d'où le patient va sentir qu'il a froid, donc il aura une frilosité, même en été. C'est des malades, vous allez le voir, ils seront souvent couverts en été, les hypothyroïdiens. D'accord? Alors, deuxième rôle. La maturation des neurones, surtout en phase intra-utérine. Donc ça, c'est dans quel cadre? Donc la maturation des neurones, La c'est myélinisation. la morphogénèse et la croissance des organes. Voilà, très bien, la maturation effectivement du système nerveux, le tissu collagène, le muscle, effectivement, et puis la croissance. La croissance, c'est la soudure des cartilages de conjugaison. Donc elle a un rôle, les hormones thyroïdiennes ont un rôle, c'est pour ça qu'on peut avoir, par exemple, chez l'enfant, je répète bien, parce que moi, ce que je vais vous faire ici, c'est plutôt chez l'adulte. Je n'ai pas fait la forme pédiatrique, par exemple, de l'hyperthyroïdie. On peut avoir des hyperthyroïdies qui vont avoir un rôle et donner, par exemple, un gigantisme chez l'enfant. Ça peut donner un gigantisme, puisque les cartilages n'étant pas soudés, donc le malade peut aller à une croissance ultérieure plus importante, et ce qu'on appelle le gigantisme. Bon, je ne l'ai pas cité dans le cours, c'est pas important, je ne vous le donnerai pas, c'est juste pour votre connaissance personnelle. Et puis l'inverse est vrai. Quand on a une hypothyroïdie chez l'enfant, notamment congénitale, comme l'a dit votre camarade, les hormones thyroïdiennes ont un rôle très important sur la maturation du système nerveux. Ça donne ce qu'on appelle l'hypothyroïdie congénitale et c'est ce qu'on appelle le crétinisme. Entre parenthèses, bon, je ne vous le donnerai pas non plus parce que la forme pédiatrique ne nous intéresse pas, vous la ferez en pathologie. La sémiologie, c'est juste connaître en général les signes qu'il y a d'une hyperthyroïdie. Le crétinisme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pratiquement idiot, si vous voulez, qui a donc, on va dire, un retard mental. Et c'est pour ça que ce sont des patients qu'on doit suivre déjà dès qu'ils sont en intra-utérin. On doit traiter la mère si c'est elle qui est pourvoyeuse, par exemple, de l'hypothyroïdie. Alors, ceci étant dit, donc on a parlé donc, du métabolisme de base, la croissance et donc la morphogénèse. Vous avez parlé de tachycardie, nous avons donc sur les viscères, surtout les viscères, il y a une action des hormones thyroïdiennes et notamment par le biais du système catécholaminergique. Donc ils travaillent ensemble en général, donc par le biais du système sympathique, et donc nous aurons tachycardie. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Une hyperréflexivité. Les réflexes ostéotendineux vont être donc très vifs par le biais de l'accélération de la conduction nerveuse. Vous aurez aussi, on peut avoir un transit accéléré, donc, etc. Donc, nous sommes dans l'accélération quand c'est élevé et nous serons dans la décélération quand les hormones sont basses. C'est très simple, le cours de la thyroïde, il est facile. D'accord? Il nous reste donc à voir, on est passé, les métabolismes, oui. Donc, les métabolismes, donc sur les glucides, c'est une tendance plutôt hyperglycémique, donc elles sont diabétogènes. Par exemple, si quelqu'un fait une hyperthyroïdie, qu'il a un terrain diabétique dans sa famille, il peut développer un véritable diabète, un diabète patent, d'accord? Mais en général, ce qu'on trouve, c'est les diabètes latents, et vous le ferez après, je vous le ferai après. Le diabète latent, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la glycémie seuil qui nécessite la définition du diabète, c'est-à-dire la glycémie seuil, c'est 1,26 g. Donc, en général, le latent, c'est moins de 1,26 g, mais ils vont avoir, si vous voulez, ces gens-là, ils auront soit donc une hyperglycémie postprandiale, on verra après, c'est-à-dire qu'ils feront 2 grammes, au-delà de 2 grammes, quand on leur donnera un repas, ou bien quand on leur donnera du glucosé, ce qu'on appelle l'épreuve d'hyperglycémie provoquée. Et là, c'est leur hyperglycémie qui va démontrer qu'ils sont diabétiques, d'accord? Ou prédiabétiques, latents, pardon, ils sont prédiabétiques, ils vont évoluer, ils peuvent évoluer vers un diabète si on ne fait pas de régime, ni un traitement adéquat. En tout cas, elle est diabétogène. Donc cette hormone thyroïdienne, elle est diabétogène. Vous avez sur les graisses, c'est plutôt une accélération du catabolisme, donc c'est un catabolisme. Et donc ce sont des gens qui vont maigrir quand il y aura une hyperthyroïdie. D'ailleurs, il s'est passé un certain temps les années mode des hormones thyroïdiennes, c'était les années aussi 70-80, plutôt 80, on va dire 90 plutôt, pardon, où on donnait, notamment pour les mannequins, on leur donnait, ce qui était très, ce qu'il ne faut jamais faire, on leur donnait des hormones thyroïdiennes pour maigrir. D'accord? Alors, les hormones thyroïdiennes, d'accord, ça fait maigrir, mais ça peut donner aussi
diabète, mais voilà, sur le cœur. C'est tachycardie, voire même tachycardie supraventriculaire, voire même décès. Il y a eu des décès, d'accord? Donc, il ne faut pas s'amuser à prendre des hormones thyroïdiennes comme ça pour maigrir. Ça a été une période à la mode, mais ça a été enlevé après, donc par la Haute Autorité de Santé, etc. Alors, l'effet protidique. Sur les protides, vous avez plutôt un effet qui est anabolisant quand c'est à faible dose, et l'inverse, quand c'est à forte dose, c'est catabolisant. Voilà, et l'effet diurétique. L'effet diurétique, donc, il y a aussi un effet diurétique en dehors de l'effet diabétogène. Parce que si les deux sont ensemble, on aura aussi un effet diurétique encore beaucoup plus important, mais déjà à la base, sans diabète, il y a un effet diurétique des hormones thyroïdiennes. Bien. Alors, donc là, c'est la régulation au niveau des centres supérieurs. L'examen clinique de la thyroïde. Alors, vous l'avez sur le livre du précis de sémiologie, vous avez ces deux. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez, c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous les avez, les schémas. Ça, c'est pour vous montrer en figure 1 qu'on peut. Donc, on va voir d'abord l'examen de la thyroïde en premier lieu, si vous voulez, ou de la face antérieure du cou, et ensuite on verra l'examen régional. Donc, en endocrinologie, et quand on veut palper une thyroïde, il faut voir aussi ce qu'il y a autour, d'accord? Donc on fera d'abord l'examen régional, on va le voir, donc voilà, j'ai mis examen de la face antérieure, c'est votre polycope là, examen de la face antérieure du cou, donc on va voir la glande thyroïde, donc on va faire l'inspection, la palpation et l'auscultation. L'inspection, donc, je répète que c'est la seule glande qui peut être inspectée et palpée. Alors, d'abord, il y a une technique. Vous allez mettre le patient, il doit être assis. On ne va pas le voir debout ou bien couché. Il est assis. Alors, il est assis, il peut être donc, devant vous, face à vous, pardon, ou bien vous pouvez être derrière lui. C'est pour ça que je vous ai montré les deux figures. On va le voir. Mais déjà pour l'inspection, il faut qu'il soit face à vous. Vous allez inspecter, ça c'est sûr. Alors, il est assis face à vous et il doit avoir une tête qui est légèrement fléchie vers l'avant. Comme ça. Comme là. Voilà. Légèrement, vous la voyez, fléchie vers l'avant. Pourquoi? Alors, il y a des gens qui vous disent non, on doit faire ça pour mieux voir la thyroïde. Non, non, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que la thyroïde, devant, il y a des muscles qui s'appellent les muscles pré-ilésiens. Si vous faites ça, c'est les muscles que vous allez palper. C'est eux qui seront en extension. Donc, et elle sera refoulée vers l'arrière. Si vous faites ça, ils seront fléchis et vont vous laisser voir votre thyroïde, apprécier votre thyroïde. Donc vous les dites comme ça, juste pour pouvoir apprécier, et vous allez voir les modifications de volume, du coup. Est-ce qu'il y a une augmentation du volume? On va du coup en général, ou de la thyroïde en général. L'augmentation de volume donc, de la thyroïde s'appelle goitre. Ce terme goitre, donc pour votre culture générale, il vient d'un terme latin, guture. Guture, ça veut dire gorge. Je ne vous donnerai pas ça au QCM, ça c'est de la culture générale. C'est pour vous, c'est pour après, c'est pour vous. Donc guture, ça veut dire gorge, et c'est pour ça qu'on appelle ça le goitre. Donc c'est un terme généralisé. Et vous allez voir qu'il y a différents types de goitre. Alors, donc on voit les modifications de volume. On recherche si il y a une augmentation de volume de la thyroïde. Ensuite, on a des modifications, ça c'est à l'œil nu, hein, c'est l'inspection. Ensuite, on a des modifications cutanées. Cutanées en regard, c'est-à-dire on a soit une pigmentation, soit il y a autre chose, donc on peut voir à l'inspection, pardon. Donc là, je ne vais pas ramener la plaque. Je ne vais pas ramener. C'est votre celui qui n'a pas voulu s'ouvrir. C'est pas grave. Donc, on a soit une pigmentation, donc une rougeur qui vous attire, par exemple. Donc, j'ai mis aussi vasodilatation, parce que quand il y a une vasodilatation, on peut avoir aussi des bouffées, c'est comme des bouffées de chaleur, et ça devient rouge. C'est à peu près donc la même chose, pigmentation. Donc, vous allez voir cette pigmentation, par exemple, c'est des rouges, ça peut vous orienter vers une inflammation de la thyroïde. Donc, il y aura ce qu'on appelle une thyroïdite. Thyroïdite, ça c'est l'inspection déjà. Ça vous donne une idée. Ensuite, vous avez les modifications vasculaires. Vous allez voir devant et sur les côtés. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle un érythisme. L'érythisme vasculaire, ça veut dire qu'il y a une nervosité des vaisseaux. Vous allez voir des vaisseaux qui vont battre sur la thyroïde. Vous dites qu'il y a un érythisme vasculaire. Alors, l'érythisme vasculaire, par exemple, on va le trouver dans l'hyperthyroïdisme.
ça, c'est l'inspection. C'est clair, l'inspection. On va passer à la palpation. Même topo, même situation, vous mettez le malade face à vous d'abord. Même s'il n'est pas face à vous, vous le garderez dans la position tête penchée vers l'avant. Pas trop penchée, donc juste pour pouvoir un petit peu détendre, relâcher les muscles préiodiens. Et vous allez palper. Alors, on va commencer par la figure 1. On palpe. On est donc, c'est ce que j'ai mis en premier, l'examinateur est face au malade. Donc, alors c'est la figure 1. C'est pour vous suivre exactement comme le polycope. Donc le patient, voilà. En général, en fait, ce qu'on utilise dans la pratique courante, le plus souvent, c'est on est derrière le malade. On peut la faire aussi face au malade. L'examinateur va insinuer, c'est donc les mains, si vous voulez, ses doigts, un ou deux doigts. Donc, il va insinuer un ou deux doigts, comme vous le voyez ici, il insinue ce doigt. Donc, entre le larynx et le muscle sternocléidomastoïdien. C'est là. Et il va mettre vers l'avant, donc le lobe correspondant qu'il veut étudier. Donc, il va le palper avec notre main. Comme vous le voyez ici, lobe droit, lobe gauche. Elle est simple, d'accord? C'est simple, bien sûr, il faut aller en douceur. En douceur avec le malade. On la fait moins souvent, cette technique. On fait plutôt derrière le patient. Enfin, c'est ce que vous verrez dans la pratique courante. Donc, toujours le patient est assis, donc tête penchée légèrement vers l'avant, et vous allez donc palper, et cette fois-ci vous palpez de haut vers le bas, du haut vers le bas, et donc vous allez voir latéralement les deux lobes. Alors, on va voir les résultats qu'on peut trouver. Simplement, un élément important ici, dans la palpation, vous devez demander au malade de déglutir. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr, vous êtes dans la bonne glande, là, vous êtes en train de toucher une glande, pas une adénomatie, autre chose, d'accord? Donc, vous allez lui demander de déglutir, et c'est en déglutissant que vous allez voir que la thyroïde remonte. En remontant déjà, elle pourra vous permettre donc de mieux palper la base de cette thyroïde. Est-ce qu'elle est augmentée de volume? Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord? Donc, en remontant déjà, vous allez voir, vous allez essayer, je dis bien essayer, d'avoir les limites inférieures de la thyroïde. On va le voir après, les limites inférieures sont difficiles à discerner, vous allez le voir. Alors, on va passer déjà au résultat de cette palpation. Après ces deux méthodes, la palpation, même chose, modification de volume. Qu'est-ce qu'on peut chercher encore? Les modifications de volume. Donc, comme on a dit tout à l'heure, alors le goitre, on peut, pour mieux faire, prendre un centimètre, donc ce qu'on appelle un centimètre de couturière. Donc, et on peut prendre la taille du cou pour montrer qu'effectivement, c'est une taille qui nous paraît un petit peu importante, c'est-à-dire qu'il y a un goitre. Ça, c'est pour un petit peu, si vous voulez, bien faire l'examen palpatoire. Alors, deuxième élément après le volume, donc c'est la topographie d'une hypertrophie, c'est-à-dire, vous allez voir, est-ce que cette hypertrophie, cette augmentation de volume, on la retrouve au niveau d'un lobe, ou bien au niveau des deux lobes, ou bien au niveau des deux lobes et l'isthme, c'est-à-dire elle est diffuse, ou bien elle est localisée. On va le voir. On peut aussi la trouver au niveau d'une partie d'un lobe. En général, on dit par exemple, présence d'un goitre basilobaire. On le trouve au niveau de la base, par exemple. Alors, l'homogénéité, c'est la surface que vous palpez. Est-ce qu'elle est homogène pour vous ou non? Homogène, en général, c'est l'hyperplasie, ce qu'on appelle l'histologie de cette hypertrophie, c'est l'hyperplasie. Histologiquement, c'est une hyperplasie. En général, c'est lisse, c'est diffus. Par contre, l'autre, c'est nodulaire. C'est des nodules. Je vais vous montrer une plaque après, des nodules. Alors, qui est un peu spectaculaire, mais bon, je l'ai ramené quand même. Voilà. Là, c'est l'extrême, hein, c'est spectaculaire. Et vous avez en haut l'autre jeune femme, donc, qui a plutôt, donc l'autre jeune femme, c'est plutôt, ici, c'est diffus. Vous voyez, c'est diffus. C'est un goitre diffus. Là, il est nodulaire. Il y a plusieurs masses. C'est nodulaire. D'accord? Donc, le nodule. Ensuite, nous avons dit, on a dit donc volume, topographie de l'hypertrophie, homogénéité, et on doit aussi préciser 3 points, comme dans toute palpation. Vous devez dire si cette glande, elle est mobile avec les plans ou pas. Pourquoi? Parce que ça peut être une tumeur maligne. Si c'est une tumeur maligne, elle peut être adhérente. Voilà. Ensuite, est-ce qu'elle est
pas, en général, à l'état physiologique, on va le voir, après les résultats, elle n'est pas sensible, elle est indolente, la glande thyroïde, donc si elle est douloureuse ou pas, etc. Vous avez également la consistance, molle, rémitante, élastique, etc. Vous allez voir que dans la normale, elle est élastique, d'accord? Et enfin, la palpation, elle permet, donc quand vous mettez la main comme ça sur la thyroïde, vous allez sentir dans certaines pathologies où il y a une hypervascularisation des goitres, comme la pathologie hyperthyroïdienne que je vais vous enseigner, qui est la maladie de base d'eau. Elle, la maladie de base d'eau, c'est une maladie auto-immune qui touche la thyroïde, qui donne une hyperthyroïdie et qui donne donc une hypervascularisation du goitre. Cette hypervascularisation crée des souffles. C'est un souffle systolique ou un renforcement systolique qu'on peut entendre en auscultant la thyroïde, mais aussi la signification palpatoire de ce souffle, c'est un frémissement qu'on appelle le trill. Le trill, vous l'avez fait en pnéumologie. Ou en voilà, vous dites trill positif, très bien. Donc c'est la même chose. Là aussi, vous dites trill positif. Vous sentez sous votre main quelque chose qui frémit. C'est un souffle qui passe sous la main. D'accord? Ça veut dire que là, vous êtes devant un souffle et vous allez donc continuer votre examen en faisant l'auscultation tout simplement. L'auscultation, même chose, donc on met à peu près le malade de la même manière, confortable, assis, etc. Mais ici, on va lui dire de faire deux choses. Dans la palpation, on insiste plutôt sur le fait qu'il déglutisse. Dans l'auscultation, on va lui dire d'arrêter son souffle. Il va arrêter de respirer quelques secondes. Pourquoi? Pour que vous ne fassiez pas la confusion avec le souffle respiratoire, votre souffle respiratoire de la trachée, mais aussi éventuellement d'un souffle athéromateux au niveau du paquet. Là, vous le ferez après. Ça, c'est un diagnostic à part. Mais c'est l'autre diagnostic différentiel. Mais le fait qu'il s'arrête déjà de respirer, le patient, vous êtes sûr que le souffle que vous auscultez, c'est un souffle dû au goitre. Donc, ou à une pathologie donc, de la thyroïde. D'accord? En tout cas, un goitre vasculaire. Alors, le deuxième diagnostic différentiel qui n'a aucun rapport avec la respiration, là, c'est votre main. C'est-à-dire quand vous auscultez, vous centrez bien votre stéthoscope. Vous ne le mettez pas d'une manière excentrée sur le côté. Si vous le mettez d'une manière excentrée, vous risquez d'entendre un souffle, ce qu'on appelle un souffle athéroscléreux ou athéromateux. Vous savez ce que c'est que l'athérome? Oui. Voilà, l'athérome, c'est la couche de graisse, donc, entre guillemets, on va dire, la couche athéromateuse qui va se faire au niveau des vaisseaux, donc au niveau de l'intima média, qui va ensuite grossir jusqu'à obstruer totalement un vaisseau. Et donc, à la longue, ça va donner, plus ça agrandit, plus il y aura un souffle qu'on entend. Donc, parce que la circulation sanguine ne se fait pas d'une manière adéquate. Cette athéromateuse, vous allez la trouver à un certain âge chez les sujets âgés. Donc, par exemple, vous êtes devant quelqu'un qui a 80 ans. Si vous mettez à côté, vous mettez excentré, vous allez entendre un souffle. Et ce n'est pas le souffle de la thyroïde, c'est le souffle athéroscléreux qu'il a au niveau de ses vaisseaux, etc. Puis il y a les autres facteurs, populations à risque d'athérosclérose, pas simplement les fumeurs, les diabétiques, les hypertendus, voilà. Mais le sujet âgé, déjà retenez, quelqu'un d'âgé, sans aucune tare, déjà, vous pouvez avoir un souffle athéromateux. Voilà. Donc, on a fait le tout. Donc, on va voir l'examen maintenant régional, parce que tout médecin doit faire un examen régional quand il examine la thyroïde. Il ne faut pas qu'il l'examine seul, parce qu'il y a des répercussions sur les autres, donc on va dire organes ou éléments régionaux alentour à la thyroïde. Ce sont les nerfs, vous avez aussi le système lymphatique et vous avez également la trachée, on va le voir aussi, mais surtout retenez donc la recherche d'adénopathie. Vous allez voir le système lymphatique, vous allez voir donc au niveau les chaînes lymphatiques antérieures et latérales, les creusus claviculaires, les chaînes trapéziennes et spinales. Vous allez voir pourquoi vous recherchez une adénopathie. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un tumeur ou bien. Voilà, ce sera une adénopathie satellite d'un processus inflammatoire, tumoral ou infectieux. Tumoral, néoplasique donc, ou bien infectieux. Infectieux, ce sera donc une thyroïdite. Vous allez avoir une thyroïdite au niveau de... Donc vous avez des
bâtir. Ensuite, la recherche des limites thyroïdiennes dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai dit, en haut c'est facile, la thyroïde, on peut à peu près dire, voilà, la limite est là. Mais en bas, il faut faire déglutir les malades. Des fois, on ne sent pas sous sa main, on ne sent pas donc la limite. Le bas, la base de la thyroïde, on ne la sent pas. Et ça a une explication parce qu'il y a des cas où vous avez de gros goitres qui vont plonger carrément dans le thorax. C'est ce qu'on appelle des goitres plongeants. D'accord? Donc, à vous de rechercher cette limite. Si vous avez un doute et que vous ne trouvez pas la limite, vous allez demander des examens complémentaires. Donc, une échographie éventuellement. Ensuite, s'il faut, un scanner, etc. pour certifier. Puis, même la radiographie simple peut vous montrer un élargissement du médiastin. Ça veut dire qu'il y a probablement un goitre plongeant, ou ce qu'on appelle aussi endothoracique. Et ce sont des goitres assez sérieux à prendre en charge, notamment en chirurgie. D'accord? Donc voilà. Voilà la recherche des limites thyroïdiennes. Oui? C'est la glande thyroïde qui... C'est la glande thyroïde malade. C'est pas une glande normale. Ça, je parle. C'est le goitre qui se trouve à l'intérieur de l'université. C'est la glande thyroïde. Oui, c'est la glande thyroïde. Quand elle est grande, elle ne se détache pas. Elle est augmentée de volume. Donc elle va augmenter en profondeur. Il y a des cas qui augmentent, donc même en profondeur, qui vont aller jusqu'au niveau du médiastin des fois. D'accord? C'est pour ça qu'on tient à vous dire, quand vous faites un examen clinique, bien sûr, quand c'est normal, vous allez sentir un peu la base des deux lobes, vous la sentez. Et quand c'est pathologique, vous ne sentez rien, vous allez vous aider avec les examens complémentaires, écho, scanner, etc. Alors, la recherche maintenant de signes de compression. Quand vous finissez votre examen clinique, donc vous allez voir, est-ce que ce patient présente des signes de compression respiratoire, donc sur la trachée. Ce qu'on appelle par exemple un wheezing. Le wheezing, vous l'avez fait en pneumologie, c'est quoi? On n'a pas fait les pneumos. Je vous explique alors. Alors, la trachée, quand elle est réduite, son calibre est réduit par une tumeur quelconque, qu'elle soit interne, la tumeur, ou externe. On va dire, nous, avec le goitre qu'on a, c'est externe. Donc c'est externe. Qu'est-ce que fait une colonne qui est réduite? Elle va, donc il va y avoir l'air qui va passer, et cet air, vous allez l'entendre, puisque c'est réduit, comme un sifflement. Ce sifflement s'appelle un wheezing. C'est le wheezing, d'accord? C'est la réduction du calibre de la trachée. Le malade respire, comme vous et moi, mais lui, il a un calibre réduit, et donc il aura un wheezing. Ce n'est pas un souffle respiratoire normal. Vous allez entendre un sifflement. Il peut aller jusqu'à la dyspnée, parce que le goitre compris, voire même la cyanose donc des extrémités, les lèvres, etc. Alors, sur le plan digestif, la compression de l'œsophage, elle va créer une dysphagie. Ça peut commencer d'abord par une petite douleur à la déglutition, etc. Enfin, et une angoisse à la déglutition, le malade vous dit je ne peux pas, j'ai mal. Et ensuite, ça va aller à la dysphagie, donc ça peut aller jusqu'au liquide, la dysphagie des liquides. C'est-à-dire on commencera par les solides et ensuite il ne pourra plus, tellement c'est compressif, il ne pourra plus avaler quoi que ce soit. Et sur le plan nerveux, c'est les fameux nerfs récurrents dont j'ai parlé tout à l'heure, leur compression par certaines tumeurs. Donc, par exemple, qu'elle soit bénigne ou maligne, le goitre va donner ce qu'on appelle la voix bitonale. La voix bitonale, c'est-à-dire qu'il y a deux tons de voix. Deux tons de voix. En général, vous avez chez l'homme, par exemple, donc c'est un ton qui est assez grave. Chez la femme, c'est un ton aigu. Donc, voilà, en général, on va pas... Alors, donc, là, vous aurez deux tons de voix, et le grave et l'aigu. Et donc, vous allez probablement plus le rencontrer chez les femmes, ça va un petit peu attirer l'attention. Donc, la voix bitonale, donc une voix bitonale, c'est-à-dire que vous aurez deux tons de voix dans une même voix, ce qui prouve que ce nerf récurrent a été touché. Au départ, ça peut être une simple dysphonie, ce qu'on appelle une dysphonie, une voix enrouée, etc. Mais à la limite, à l'extrême, ça peut aller jusqu'à la voix bitonale. D'accord? Donc là, ça a sauté. Ça a sauté, c'était au niveau des limites. Voilà. Donc c'est clair, les résultats de l'examen à l'état normal. Maintenant, les résultats de tout ça. À l'état
l'état normal, qu'est-ce qu'on trouve, et en pathologie, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, en pathologie, on l'a dit, vous l'avez vu sur les deux jeunes femmes que je vous ai montrées ici, on peut avoir un goitre qui est diffus, donc chez celle-là. Le diffus, on peut le trouver dans la maladie de Bachelor, vous allez le voir. Et là, c'est le goitre nodulaire. On dit aussi hétéronodulaire. On peut parce qu'il est hétérogène. D'accord? Alors, ensuite, donc là, c'est en pathologie. On en a parlé. On distingue de façon purement descriptive des goitres diffus et des goitres nodulaires. Mais à l'état normal, c'est intéressant de savoir. C'est pour ça que vous devez faire vos stages en médecine interne ou ailleurs. Donc vous devez passer les thyroïdes. On peut vous le demander à l'examen de stage. Et donc une thyroïde à l'état normal, donc je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, elle n'est pas palpable. Donc vous allez me dire alors qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? Elle n'est pas palpable à l'état normal. Mais il y a des situations physiologiques où elle est palpable. C'est-à-dire que les situations physiologiques sont des situations qui vont un petit peu lui augmenter son volume pour qu'on puisse bien la palper. Et donc, ce sont des situations, entre guillemets, hormonales. Vous savez que donc le système hormonal n'est pas un système strict thyroïde, simplement. Il y a une action des hormones sexuelles, par exemple, sur le corps thyroïde. Et donc, vous allez voir justement cette augmentation au moment de certaines situations hormonales. L'enfant en croissance, la jeune fille à la puberté, la jeune femme en période prémenstruelle, ce sont des situations physiologiques, certes, elles ne sont pas pathologiques, et c'est elles qui nous permettent de palper véritablement la thyroïde. Sinon, en fait, vous ne palpez rien, vous sentez quelque chose qui remonte sous vos doigts, à la déglutition. Et qu'est-ce que vous mettez dans l'observation? Vous mettez thyroïde de taille et de consistance normale, parce que, effectivement, vous avez palpé quelque chose de normal. D'accord? Même si vous la palpez sur le sujet, l'enfant en croissance, la jeune fille à la puberté, la jeune femme en période prémenstruelle, c'est normal, d'accord? Voilà, donc c'est une situation qui est tout à fait normale. On dit la thyroïde n'est habituellement pas palpable, sauf dans ces cas-là. Et alors là, comment on la trouve quand on la palpe? Elle est régulière, c'est très important, elle est indolente, elle est élastique, donc la consistante, et elle est non vascularisée. Il n'y a pas de bourre, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de trille. Pas de souffle à l'auscultation, pas de trille à la palpation. C'est clair? Facile. Voilà. Ça, c'était le premier cours, on va dire non, la première partie du cours. On va faire rapidement, parce que je vous ai maintenant cité tous les signes cliniques de l'hyperpratiquement l'hypothyroïdie. Donc on passe rapidement aux anomalies fonctionnelles de l'hyper et l'hypothyroïdie. On peut passer? Madame, je suis une personne, ça pose pas un problème? Par exemple, dans la palpation de la clinique? Oui, ça peut poser un problème, effectivement. Mais bon, on peut s'aider effectivement par des examens complémentaires. On finit toujours par demander une échographie cervicale. Mais s'il s'agit d'un sujet qui a un goitre, même s'il est obèse, vous allez palper le goitre. Vous le palperez. Parce que bon, la masse adipeuse, à moins qu'il ait ce qu'on appelle une lipomatose, moi j'ai vu un seul cas, une lipomatose, donc un cas que j'ai publié d'ailleurs, l'hypomatose de Launois-Benson, c'est une lipomatose qui atteint tout le corps, qui est très rare. Hein. Et donc là, vous avez carrément une lipomatose du cou et vous ne pouvez pas palper. Mais en général, même s'il est obèse, l'obésité est plutôt abdominale, même si elle est au niveau du tronc, vous allez pouvoir palper au niveau du cou. C'est extrêmement rare que vous ne puissiez pas palper quelque chose de pathologique. C'est extrêmement rare. Le syndrome du Cushing, par exemple, celui qui est sous la côte, on va le faire, le Cushing, vous verrez. Non, même le Cushing, vous pouvez palper. Il y a une boule, effectivement, qu'on appelle la bosse de Fallonnet. C'est une bosse de bison, ce qu'on appelle, et elle est plutôt, donc on va dire, c'est centripète. La graisse va aller au niveau du dos du patient, plutôt, que vers l'avant. Donc vous pourrez même, quelqu'un qui a un Cushing, vous pouvez palper sa thyroïde, d'accord? Et d'ailleurs, il y a des répercussions sur la thyroïde dans le Cushing, mais légères. Il n'y a pas un goitre réel. On va le voir, c'est une très bonne question. Alors, l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie. Vous connaissez les signes fonctionnels. Alors, normalement, on a un tableau. J'avais un tableau, je ne sais pas si je l'ai. Sinon, il existe sur le précis de sémiologie. Je ne l'ai pas fait. Bien, c'est pour les opposer. Opposer l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie.
l'hyperthyroïdie, on avait dit tachycardie. L'hypothyroïdie, bradycardie. L'hyperthyroïdie, on avait accélération du transit, donc probablement diarrhée. L'arrêt. L'autre, c'est plutôt constipation, etc. L'hyperthyroïdie, qu'est-ce qu'on a dit également? Réflexe vif. L'autre, il y a une diminution des réflexes. Et le réflexe qu'on utilise le plus en médecine, en tout cas hormonale, endocrinienne, c'est le réflexe. Lequel? Le réflexe achilléen. Au niveau du tendon d'Achille, c'est celui qu'on utilisait d'ailleurs avant, on faisait aussi, si vous voulez, un examen complémentaire qu'on appelait le réflexogramme achilléen. Et on prenait en millisecondes combien durait la décontraction de ce réflexe. Si elle s'allongeait, ça veut dire qu'on est devant quelqu'un qui est lent, qui est hypothyroïdien. Si elle était rapide, une décontraction très rapide, c'est qu'on est devant un hyperthyroïdien. Donc j'ai dit le mot-clé, c'est un hyperthyroïdien, c'est quelqu'un de rapide, de speed. L'hypothyroïdien, c'est quelqu'un de lent. Déjà, retenez ça déjà pour les opposer. Ensuite, on les oppose aussi, on a dit, qu'est-ce qu'il y a également? Le métabolisme de base. L'un, il a plutôt tendance aux bouffées de chaleur. Donc c'est ce qu'on appelle la thermophobie. La thermophobie, c'est l'hyperthyroïdien qui a tendance à la thermophobie. L'autre, il a plutôt tendance à avoir, on va dire, à frissonner, à avoir tendance à avoir froid, ce qu'on appelle une frilosité, pas une thermophobie. Thermophobie, et l'autre, c'est une frilosité, tendance à avoir des frissons, avoir froid, même en été. Ce sont des malades qui vont se couvrir avec des couvertures, des couettes, etc. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les signes fonctionnels classiques. Si on vous demande un syndrome d'hyperfonctionnement thyroïdien, vous avez tous ces signes-là. Un syndrome hypothyroïdien, vous avez tous ces signes-là. Voilà. Donc, je n'ai pas cité le goitre dans l'un et dans l'autre. Pourquoi? Parce que le goitre peut être spécifique à certaines étiologies. Je m'explique. Par exemple, pour l'hyperthyroïdie, on nous a demandé de vous faire la maladie de Basedow. D'accord? La trame de la maladie de Basedow, c'est une hyperthyroïdie. Donc vous avez ce fameux syndrome hyperthyroïdien, d'hyperfonctionnement, de rapidité, etc. Mais il y a aussi le fait que c'est une maladie auto-immune, donc elle aura des signes propres à l'auto-immunité, qui sont donc le goitre, et c'est un goitre diffus vasculaire, et il y a des signes oculaires spécifiques qu'on appelle les signes oculaires ou rétractiles, parce qu'ils vont rétracter les paupières. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un signe oculaire particulier qui est l'exophthalmie. L'exophthalmie, c'est la protrusion des globes oculaires. Donc je me répète, nous avons hyper et hypothyroïdie, nous avons des signes qui s'opposent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute hyperthyroïdie ne s'accompagne pas forcément d'un goitre. D'accord? Parce que dans votre précis de sémio, il y a écrit goitre, et puis il y a écrit atrophie. L'hypothyroïdie, c'est pas toujours vrai. Hein. Là, c'est un peu plus, c'est caricaturisé. Je ne peux pas me permettre de vous mettre ça. Un goitre, bon. Pourquoi? Par exemple, l'hyperthyroïdie, on peut avoir un Basedow, donc on aura un goitre diffus, certes. Mais je peux vous dire que ce patient a une hyperthyroïdie à pas de goitre, et cette hyperthyroïdie, elle est due, par exemple, à un excès d'hormones thyroïdiennes. Par exemple, les gens qui sont hypothyroïdiens, on leur met des hormones thyroïdiennes qui est la L-thyroxine, qui est le lévothyrox, et des fois, quand on les surveille mal, d'accord, ils peuvent dépasser le but et devenir hyperthyroïdiens. C'est une hyperthyroïdie iatrogène et pas goitre. D'accord? Parce que certains de vos camarades croient que hyperthyroïdie égale synonyme de goitre. Non. D'accord? Donc retenez ça. Donc retenez un petit peu ça. Parce que de l'autre côté aussi, pour l'hypothyroïdie, on peut avoir des fois un goitre dans ce qu'on appelle la thyroïdite d'Hashimoto. On peut avoir un petit goitre. Et donc je ne vous le demanderai pas, parce que là, vous le ferez dans la pathologie. C'est juste pour vous dire qu'à votre niveau, vous devez connaître simplement le syndrome d'hyperfonctionnement et le syndrome d'hypofonctionnement, avec tous les signes que je viens de citer. Les autres, ce sont des signes spécifiques à l'étiologie qu'on nous a demandé donc de vous enseigner. Alors, on va commencer par la maladie de Basedow, du nom de son auteur. Donc elle a été décrite sous maladie auto-immune. Elle est caractérisée par 5 signes majeurs. Donc les signes majeurs, vous verrez le goitre, bien sûr, la tachycardie, l'amaigrissement. Donc nous
nous avons également le tremblement, on va le voir. Donc, et puis il y aura d'autres signes très importants. Est-ce que j'ai parlé de l'exophthalmie? Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit l'exophthalmie? Qu'est-ce que j'ai pas dit? L'amaigrissement. Donc c'est goitre, exophthalmie, tachycardie, tremblement et amaigrissement. Ce sont les 5 signes majeurs. Alors, le goitre, je l'ai déjà montré, c'est un goitre qui est diffus, donc il prend les dolores et l'isthme, donc il est homogène, il est indolore, mais il est vascularisé. Donc on va trouver un souffle et un tri. D'accord? Il est en général non compressif, il n'y a pas d'adénopathie, ça veut dire que ce n'est pas un cancer, c'est un goitre et c'est bénin. D'accord? Voilà. Alors, le goitre, donc on en a assez parlé, les signes oculaires maintenant. Alors, j'ai mis qu'ils précédaient l'hyperthyroïdie. En général, on les trouve avant. Ils sont unis ou bilatéraux. En général, c'est bilatéral. Et on peut les classer en 2 parties. L'exophthalmie, on va commencer par l'exophthalmie. Et ensuite, les signes palpébro-rétractiles. Pourquoi il y a des palpébro-rétractiles? Ils sont dus justement à l'exophthalmie elle-même. Voilà l'exophthalmie. L'exophthalmie, c'est, vous voyez chez cette patiente, c'est la protrusion du globe oculaire, c'est le globe oculaire, donc il va être protru, on va dire d'une manière vulgarisée, qui va sortir, mais ça ne se dit pas en sémiologie. Ne me dites pas la sortie des globes oculaires, c'est la protrusion des globes oculaires, donc de son orbite. Il va sortir de son orbite, donc il ne va plus être protégé par les paupières supérieures et inférieures. Ça dépend du degré. On a plusieurs degrés d'exophthalmie, donc ça peut être même difficile. Ce qu'on appelle l'exophthalmie maligne, c'est-à-dire qu'il y a une exophthalmie très importante, qu'il n'y a plus de protection de l'œil par les paupières supérieures et inférieures. Là, vous avez une exophthalmie, donc protrusion symétrique en général, bilatérale, etc. en général, et elle donne un aspect, comme vous le voyez chez cette femme, qui est tragique. Quelqu'un qui vous regarde comme ça, l'impression qu'il a un regard tragique et qui est fixe. Il est fixe, pourquoi? Parce que les muscles, donc classique qui permettait la convergence, vous allez voir, plus l'exophthalmie est importante, plus ils ne vont pas fonctionner normalement. Elle ne va plus donc vous suivre normalement, parce que les yeux sont, si vous voulez, en dehors pratiquement de l'orbite. Il y a cette exophthalmie. Cette exophthalmie, donc je vous ai dit, elle est d'origine auto-immune. Vous le verrez plus tard, c'est probablement, on pense que c'est l'action des auto-anticorps, anti-TSH, qui agissent sur les muscles orbitaires. Voilà, qui donne ça. Alors, vous voyez que donc il va y avoir, dans cette situation d'exophthalmie, on peut en tirer 2 signes. Alors, je les ai cités dans l'exophthalmie. Alors, vous avez le signe de Pochin. C'est quoi le signe de Pochin? C'est quand il y a une éversion de la paupière inférieure. C'est-à-dire le globe, l'œil sort tellement qu'il va y avoir une inversion. Elle va être mise à nu, la paupière. Donc, je peux vous le montrer ici. Il est moins visible. On a l'impression, là, cette paupière, donc la paupière inférieure, elle va carrément être inversée, elle va être mise à nu. C'est ce qu'on appelle le signe de Pochin. D'accord? Le signe de Mébius, lui, Mébius, c'est un signe qui correspond plutôt à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on avait parlé d'un défaut de convergence, c'est-à-dire vous allez mettre votre doigt comme ça, ou même vous dites au malade de vous regarder, vous sentez qu'il ne converge pas. Son regard, il est fixe, il est tragique. Il vous regarde d'une manière fixe et tragique. D'accord? Voilà, ça ce sont les signes qui vont avec l'exophthalmie. Maintenant, les conséquences de l'exophthalmie, c'est une rétraction sur les paupières. Alors, vous avez, c'est ce qu'on appelle les signes palpébro-rétractiles. Alors, vous avez le signe de Darling, le signe de De Graaf et le signe de Gifford. D'abord, nous avons déjà une rareté du clignement, ça c'est apparent. Et puis on verra les fois. Il y a une rareté du clignement, ça va de soi, puisque il y a une exophthalmie. Donc le clignement ne se fera plus normalement. Déjà, c'est un œil qui va être mal protégé. Ensuite, vous avez ces fameux signes. Ces fameux signes, le Darlington par exemple, c'est une rétraction. Quand vous voyez palpébro supérieur, avec apparition du limbe suscornéen. Je vais vous le montrer sur la plaque. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, c'est une rétraction palpébrale supérieure que vous voyez ici. Regardez cette paupière qui est rétractée. Et vous avez vu qu'est-ce qui est mis à nu? C'est cette partie blanche de l'œil.
Cette partie s'appelle le limbus cornéen. Un sujet normal, il a sa paupière qui couvre le limbus cornéen. D'accord? Mais un sujet qui a une exophthalmie, il a une mise à nu, si vous voulez, du limbus cornéen. C'est ce qu'on appelle le signe de Dalrymple. Donc le premier signe, c'est le signe de Dalrymple, rétraction palpébro-supérieure avec apparition du limbus cornéen. Alors le signe de De Graaf, lui, même chose, il y a le limbus cornéen qui va augmenter et il y a une asynergie oculo-palpébrale du regard vers le bas qui va s'y associer. C'est-à-dire, vous demandez à votre malade de regarder un point par terre, par exemple sur le sol. On va dire cette prise par exemple, il faut donc qu'il converge vers la prise. D'accord? Et lui, il ne pourra pas le faire. Il y aura, vous verrez son limbe qui va être totalement dénudé, parce qu'il y a une rétraction palpébrale supérieure, et il ne pourra pas converger vers l'élément que vous lui citez. C'est ce qu'on appelle donc le signe de De Graaf. Le signe de Gifford, lui, c'est plutôt donc dû aussi à cette exophthalmie, c'est plutôt un approfondissement. Je ne sais pas si vous le voyez ici. L'approfondissement, c'est ce trait qui est approfondi. Le trait, donc, vous l'avez vu, le trait, donc là, normalement, quand on a un œil normal, il n'y a pas un approfondissement de ce trait. Ce trait, c'est celui de l'insertion du muscle releveur, donc des paupières, des yeux fermés. C'est ce muscle-là, tellement il est sous-tendu, donc c'est sous-tendu qu'on a un approfondissement de ce pli. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Gifford. D'accord? Voilà pour les signes palpébro-rétractiles, les troubles oculaires. On passe. Donc, tachycardie, c'est une tachycardie sinusale. Elle s'exagère avec les émotions, puisque c'est d'origine catécholaminergique. Donc, les émotions. Elle est entre 110 et 120. Et donc, au repos, elle s'améliore. D'accord? Et à l'effort, elle va de plus vers. Ok? Le tremblement, vous devez le rechercher aussi. Là aussi, c'est une augmentation de la conduction nerveuse d'origine catécholaminergique. Là aussi, vous avez deux signes. On peut faire un signe avec les membres supérieurs. C'est ce qu'on appelle le signe du serment, comme quand on prête serment sur le Coran, pour les chrétiens sur la Bible, etc., comme vous le voyez dans les films. Donc, vous demandez le signe du serment. Vous allez le faire comme ça, légèrement écarter les doigts du patient, et vous allez trouver un fin tremblement des extrémités. Il va trembler. D'accord. Alors, vous pouvez encore plus intensifier votre test en mettant, par exemple, une feuille de papier sur la main et ça va trembler. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est au niveau des membres supérieurs, c'est le signe du serment. Le signe, maintenant, au niveau des mains inférieures, on va lui demander de faire un signe précis. Ces gens-là, ils tremblent quand on leur demande quelque chose de, donc un mouvement dans la précision. La précision va lui dire de pointer son doigt, sa pointe du pied, le devant du pied, il va le pointer sur le sol. C'est-à-dire comme une danseuse, donc vous demandez au patient de faire ça simplement, pointer. Il lève le talon, il pointe, tu pointes. Et s'il pointe, il va trembler. Il va trembler, donc il va trembloter. C'est ce qu'on appelle donc le signe. Donc c'est le signe, si vous voulez, qu'on fait au niveau des membres inférieurs pour montrer ce tremblement fin. C'est un tremblement fin, donc on doit le faire avec des gestes méticuleux chez le patient, des gestes de précision. On termine par l'amaigrissement. On a dit que c'était catabolique, les hormones thyroïdiennes avaient un rôle catabolique sur les graisses. D'accord? Alors là, simplement retenez qu'ici, il y a un amaigrissement, mais il y a un appétit qui est conservé, voire même exagéré. Pourquoi? Très bien. C'est-à-dire, le métabolisme de base étant exagéré, le patient perd beaucoup d'énergie, même assis. Il est assis, mais ses hormones thyroïdiennes bouffent beaucoup d'énergie, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, et donc, lui, il va manger pour rétablir cette perte d'énergie. Les autres signes, on a dit qu'il était diurétique, donc la polydipsie, il va s'associer à un syndrome polyurique, donc on peut avoir un syndrome polyuropolydipsique. La thermophobie, on en a parlé. Alors que la température centrale est à environ 37,5, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fièvre. Mais la personne sent des bouffées de chaleur, donc il y a de la thermophobie. Accélération du transit intestinal. Les troubles neuromusculaires, c'est les réflexes vifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on peut
faire un test ici, parce que le malade va faire des réflexes vifs, d'accord, mais il va faire aussi une tendance à l'amyotrophie. Parce qu'il y a un catabolisme musculaire, une légère amyotrophie, donc il aura une fatigabilité musculaire. Vous allez lui demander un test simple, vous allez lui dire de s'accroupir. S'accroupir, c'est-à-dire, vous mettez un petit tas, voilà, exactement. Donc, vous lui dites de mettre un tabouret, on va mettre un tabouret bas, et il va s'asseoir. Soit il s'assoit dessus, sans qu'il vous tienne, et qu'il tienne à l'œuvre. Donc, il va essayer de s'asseoir tout seul. S'il peut, c'est bon. S'il ne peut pas, c'est ce qu'on appelle le test du tabouret positif, c'est qu'il commence à faire de l'amyotrophie, donc une fatigabilité. En tout cas, ils ne font pas beaucoup d'amyotrophie, ils font plutôt une tendance à la fatigabilité musculaire. Ils ne font pas d'amyotrophie importante comme dans le syndrome de Cushing, on verra, mais il y a une tendance à l'amyotrophie, d'accord? Parce qu'il y a un effet catabolique et puis il y a un effet exagéré au niveau de la vitesse de conduction nerveuse. Alors, il y a une autre façon aussi de faire sans tabouret. Donc, et vous lui dites de s'accroupir tout simplement et de se lever tout seul. Et c'est la même chose. Et on parle de signe du tabouret positif. D'accord? Alors, les troubles psychiques, toutes les pathologies qui ont hormonales peuvent agir sur la sphère psychique. Donc, les malades peuvent faire des troubles dépressifs. Donc, en général, l'hyperthyroïdien, comme c'est quelqu'un de rapide, vous allez voir, c'est quelqu'un qui va être irritable, anxieux, il va pleurer n'importe quand, de manière, il va s'irriter facilement, il y aura une irritabilité importante. C'est la base du syndrome psychique chez l'hyperthyroïdien. Enfin, vous avez les cycles. Chez la femme, seront troublés. On a dit qu'il y avait des répercussions de la thyroïde sur les gonades et l'inversement, les gonades ici sur la... Donc vous aurez dans tous les cours pratiquement des répercussions sur cette sphère psychique, mais aussi sur la sphère donc, génitale, troubles donc, génitaux améliorés chez la femme, des troubles osseux, ostéoporose parce qu'il y a un catabolisme sur l'os, de l'hormone thyroïdienne, et une tendance à l'hyperglycémie parce qu'elle est diabétogène. Rapidement, l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, je ne vais pas répéter les autres, mais je vais vous dire juste la description. Là, c'est peut-être mal fait. Les hypothyroïdiens sont des sujets qui vont changer de morphologie, c'est-à-dire qu'ils vont faire une petite prise de poids. Alors, bon, on a dit tous les autres signes, la bradycardie, etc., la constipation, on va les répéter rapidement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans l'hypothyroïdie aussi, on peut avoir dans l'hypothyroïdie ce qu'on appelle l'hypothyroïdie primitive, c'est une hypothyroïdie d'étiologie auto-immune. Je ne vous le demanderai pas, ça c'est juste pour votre culture aussi. L'hypothyroïdie auto-immune est à l'origine donc d'une infiltration mucopolysaccharidique. C'est-à-dire que la personne va faire une prise de poids parce qu'il y aura un faux œdème cutané. Ce n'est pas un œdème cardiaque ou un œdème rénal. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mixœdème. C'est très bien. D'ailleurs, l'hypothyroïdie primitive est appelée par certains auteurs, dans les bouquins, vous verrez mixœdème. Ça veut dire que c'est l'hypothyroïdie idiopathique et elle est d'origine auto-immune. On a vu que c'était des mucopolysaccharides qui créaient ce faux œdème cutané. Ça va de la face jusqu'au corps. Et là, je suis en train de vous l'écrire ici. Donc, vous avez au niveau cutané, au niveau des muqueuses et au niveau des phanères. Au niveau cutané, vous allez voir que la face est la plus touchée. Donc, vous allez avoir un élargissement, si vous voulez, de la face. Vous aurez une face qui est après lunaire, avec de grosses paupières, des joues qui sont soufflées, un nez épaté. Dans l'ensemble, c'est un faciès qui est lunaire, comme la lune, qui est hébété, qui est figé. Alors, hébété, figé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'expressivité. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expressivité. Vous avez l'impression qu'il vous regarde sans répondre, par exemple, à vos questions. Vous allez le voir. Et ça, c'est dû à l'effet de ces mucopolysaccharides qui donnent un aspect cireux. On dirait que c'est un mannequin de cire. La personne, à peu près, on va caricaturiser comme un mannequin de cire. D'accord? Alors, le cou, il est couré, épais. Le thorax, massif, avec des masses au niveau axillaire aussi, des masses graisseuses. Et ensuite, les pieds sont carrés. Alors, carré, je le dis toujours à vos camarades, c'est pas carré géométrique. Hein. C'est un terme sémiologique, c'est-à-dire que c'est tellement augmenté de volume que la morphologie normale du pied disparaît. On
la langue, ce qu'on appelle la macroglossie. Vous pouvez avoir aussi une infiltration au niveau de l'oreille interne. Donc, au niveau de l'oreille interne, c'est au niveau de la trempe de Stache, et ça va créer une hypoacousie chez le malade. Donc, macroglossie, grosse langue. Vous pouvez avoir aussi une surdictée ou une hypoacousie. Et vous avez également au niveau des cordes vocales. Les cordes vocales, quand elles sont tuméfiées, l'air ne passe pas assez, donc d'une manière normale, et vous allez avoir une tendance à la voix qui est rauque. La voix rauque, donc, c'est une voix qui est presque vers le grave, et donc on remarque ça dans l'hypothyroïdie féminine, surtout chez les femmes. Il y a un changement du ton de voix, donc la voix passe de l'aigu vers le rauque, donc, mais chez les hommes aussi. Ce sont des gens, on a l'impression qu'ils, quand ils parlent, ils chuchotent. D'accord ? C'est tellement rauque qu'on a l'impression qu'ils chuchotent. Alors, au niveau des phanères, alors, bien sûr, ça va être touché aussi les phanères. Au niveau des sourcils, vous aurez ce qu'on appelle le signe de la chute des sourcils. Voilà, c'est noté ici. Voilà, ici, c'est-à-dire la queue du sourcil va disparaître. Pourquoi? Parce que les phanères ne se développent plus normalement à cause de l'œdème mucoïde. Donc l'œdème mucoïde qui est là, donc ça se développe plus normalement. Tout ce qui est pilosité va pratiquement disparaître. Pratiquement, hein, parce que ce n'est pas comme dans l'insuffisance hypophysaire, on va le voir, où ça disparaît totalement. Mais là, il y a une baisse de la pilosité à cause de l'œdème. Les cheveux sont cassants, les ongles aussi sont cassants et striés, pardon. Donc, vous avez des complications de cet œdème mucoïde, oui. Madame, la chute des cheveux, est-ce que... Oui, également, oui. C'est ce que je disais, les cheveux sont cassants. On peut avoir une chute de cheveux, effectivement. Ils sont cassants et rares. Si j'ai dit c'est rare, ça veut dire qu'il y a une chute, effectivement. Alors, voilà. On termine parce que vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de la constipation, les réflexes qui sont lents. Avec les réflexes lents, comme il y a une vitesse de conduction qui est lente, le malade ne va plus faire une contraction musculaire, neuromusculaire normale, il va vous parler de crampes. Dès qu'il bouge, il a des crampes. D'accord? Les troubles cardiaques, la bradycardie. L'hypothermie, on a dit que ça donnait une notion de frilosité. C'est des patients qui sont très habillés. Il y a un abaissement de la température centrale qu'on peut trouver même inférieur à 36,5, c'est-à-dire à la limite de l'hypothermie, qui peut être mortelle. Bon, à la limite, hein, on ne va pas dire que c'est mortel, hein, c'est inférieur à 36,5, mais ce n'est pas mortel. Et vous avez le fameux ralentissement psychomoteur. On a dit que l'hyperthyroïdie, c'est quelqu'un d'irascible, d'irritant. L'autre, c'est l'inverse. C'est quelqu'un de très calme. Il est même trop calme parce que vous pouvez lui poser une question. Bon, là, en caricature aussi, hein, parce que ce n'est pas tous les hypothyroïdiens. Ça, c'est l'extrême. Vous pouvez lui demander son âge. Alors, il met un temps pour vous dire quel est son âge. Vous pouvez lui demander son adresse, son état civil, etc. C'est-à-dire les choses les plus simples. Et donc, c'est lent. C'est lent à la détente, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va vous répondre lentement. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un ralentissement psychomoteur, psychique. C'est ce qu'on appelle l'idéation. Idéation ralentie. Il a des idées, mais c'est lent. Physique, les gestes sont lents aussi, donc par rapport à l'hyperthyroïdien. Et puis également des répercussions sur le génital, même chose, améliorée, donc les troubles de la libido dans les deux sexes. Donc pour les deux sexes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Normalement, ils ont dit que ces problèmes sont très fréquents chez la femme. Ils ont normalement une statistique qui dit qu'il y a sur un homme à 4 ans. Ce n'est plus l'actualité. Ce n'est plus l'actualité. Effectivement, pour la maladie de Basedow, on a dit qu'il y avait peut-être une légère prédilection féminine pour le Basedow, mais on trouve chez les hommes aussi, maintenant, avec l'accroissement des maladies auto-immunes et les sources des maladies auto-immunes, notamment par exemple, maintenant on est en train de voir qu'il y a une relation entre la vitamine D et les maladies auto-immunes.